Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va durer un peu moins d'une heure. Et nous allons traiter un sujet aujourd'hui vital pour les entreprises dans cette période qui est très chahutée commercialement parlant, c'est la fidélisation des clients, de vos clients. Et pour fidéliser des clients, on le sait, vous le savez, il existe plusieurs leviers. Carte de fidélité, relance téléphonique, envoi de courrier, vente privée, réduction. Et il y a une solution qui est revenue, on va dire, à la mode depuis un peu plus de 1 ou 2 ans. On va en parler dans quelques instants, bien sûr, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est la newsletter, ou en français, l'infolettre. On va garder le terme anglais, newsletter, c'est plus simple. La newsletter, on va le voir, hein, c'est un outil qui est puissant. Un outil puissant pour conquérir des prospects, mais surtout, c'est ce sur quoi nous allons nous focaliser aujourd'hui, fidéliser vos clients. Et pour cela, il faut en comprendre l'usage, la mécanique, les occasions de l'envoyer, et puis il faut aussi surtout savoir en créer une, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors, on va pas faire un tuto sur comment créer une newsletter, c'est pas ça, mais on va vous donner les 6 bonnes pratiques pour créer une bonne newsletter, et puis surtout les 5 erreurs à éviter, et puis plein d'autres conseils à côté de ça. Et pour cela, j'ai un expert qui est à mes côtés et qui s'appelle Franck Delalleux. Bonjour Franck. Bonjour Damien, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va très bien, merci. Alors Franck, c'est un super expert de la newsletter d'Orange Business Service. Il va nous expliquer dans quelques instants, il va commenter tout ce qu'on va se raconter dans quelques instants, vous allez le voir. Et puis, il y a Franck, et puis il y a vos questions. Alors vos questions, vous l'avez peut-être vu pour les habitués qui viennent régulièrement à nos webinaires, et puis pour les petits nouveaux, je vous le rappelle, il y a un chat qui est à votre droite de l'écran. Et il vous suffit juste de remplir dans le chat votre question. On va les mettre de côté. Et puis, alors, soit quelqu'un vous répondra directement dans le chat, soit on y répondra au fil de ce webinaire. Les questions seront répondues. Ne vous inquiétez pas, on est dans une conversation. On est dans un webinaire informationnel et conversationnel et surtout pas quelque chose qui est descendant. On est vraiment dans la conversation. Et pour commencer justement cette conversation, j'ai une question pour vous. Vous qui êtes en train de nous écouter aujourd'hui, j'ai une question. C'est celle-ci que je vous affiche maintenant à l'écran. C'est comment est-ce que vous gardez contact avec vos clients? Est-ce que c'est par email, par SMS, par téléphone, par les réseaux sociaux, ou bien vous ne gardez pas contact avec vos clients? Voilà, si vous avez on va dire la possibilité, la gentillesse de maintenant pouvoir répondre à ce sondage, ça va nous permettre eh bien dans quelques instants de donner à Franck la capacité de peut-être de réagir sur tout ça. Mais avant ça, avant de parler de ça, on va donc au-delà de ce sondage, on va peut-être commenter 2 chiffres, Franck. On le voit, la newsletter, c'est devenu donc l'outil, je le disais il y a quelques instants, le plus efficace pour fidéliser sa clientèle et développer son business. Il y a 2 chiffres qui sont marquants. Le premier, c'est 88%. 88%, c'est les internautes qui consultent au moins une fois leur messagerie par jour. Et le deuxième chiffre, c'est 26%. C'est les internautes qui déclarent que l'email est le support qui les incite le plus à visiter un site internet ou à se rendre en boutique. Franck, on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très présents, hein, notamment pour les commerçants, mais l'email, est-ce que l'email reste aujourd'hui un canal privilégié pour discuter avec ses clients? Oui, oui, bien sûr, on le voit en plus avec la période actuelle, la connectivité a augmenté en 2020, elle augmente aussi là début 2021, on voit que c'est une vraie tendance, la connectivité, les gens passent plus de temps sur leur PC, sur leur mobile, et du coup, il y a une occasion de voir les emails encore plus importante. Et donc, on adresse facilement avec l'emailing, avec la newsletter, les clients. Alors, Franck, les sondages, voilà, le sondage est en train de se stabiliser. Donc, je vais vous donner les résultats et je vais vous demander, Franck, je vais vous proposer de les commenter. Alors, comment gardez-vous vos contacts avec vos clients? Donc, dans les réponses que nous avons eues, majoritairement 42% l'email, puis juste derrière à 30% les réseaux sociaux, puis à 23% par téléphone, et enfin à 6%, je ne garde pas contact avec mes clients, et il n'y a eu aucun vote pour les SMS. Franck, une réaction comme ça à chaud concernant ces Alors, résultats? deux réactions. La première, ben, sur les réseaux sociaux, on va essayer de convaincre ces personnes-là que l'email peut compléter et que c'est intéressant. Et puis sur ceux qui n'utilisent pas, surtout, ben, montrer que voilà, il y a pas de raison, c'est facile à utiliser.
Alors, je vois déjà dans les questions, il y a une personne qui s'appelle Lauriane qui nous pose une question qui nous dit quid des newsletters B2B? Alors, Lauriane, on va parler aussi bien B2C que B2B. Franck, si vous avez une question plus précise sur le B2B, n'hésitez pas à la poser et Franck y répondra avec grand plaisir. Mais on va majoritairement parler des deux, aussi bien B2C que B2B, car il y a des, on va dire, des récurrences ou des points communs entre les deux. Merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage. On va continuer donc justement avec un premier point, Franck, qui est tout simplement de se demander, on entend souvent parler, on parle de emailing et on parle de newsletter, euh, la différence qu'il y a aujourd'hui entre emailing et newsletter. Alors, on parle d'emailing pour recruter des nouveaux clients. Et dans ce domaine-là, on parle de campagne d'emailing d'acquisition. Mhm. Et puis, de l'autre côté, il y a la newsletter, donc là, qu'on appelle aussi l'email de fidélisation. Et là, c'est pour garder le contact avec ses clients, un contact régulier avec eux. D'accord. Et pour les informer sur ses produits et services. Alors, il est légitime quand même de croire, on va dire qu'on peut des fois se mélanger un peu les pinceaux, pour la bonne simple raison que un newsletter, c'est un email. Oui. Donc, en revanche, effectivement, donc pour bien comprendre, c'est ce que l'on voit à l'écran finalement. Un emailing, c'est quoi? C'est une sorte de prospectus, un peu l'équivalent de ce qu'on mettrait dans une boîte aux lettres. Donc, très souvent, on va envoyer de manière très très large, très souvent en achetant d'ailleurs, ou en louant des bases de données de clients. Vous m'arrêtez, Franck. Oui. Et donc, l'objectif, c'est véritablement d'arroser assez largement, on va dire, pour faire en sorte d'acquérir des nouveaux clients, faire en sorte que des gens s'intéressent à vous. La newsletter, on est déjà donc dans une logique plus de fidélisation. Autrement dit, Oui, on on part s'adresse à ses clients. voilà. Donc, on part dans une logique où j'ai une base client. J'ai les coordonnées de clients, donc j'ai à minima leur email, éventuellement leur numéro de téléphone, mais on va dire à minima l'email. Et ça va être un moyen de m'adresser à ces gens-là pour les fidéliser, donc faire en sorte qu'il y ait à nouveau une récurrence d'achat. Alors, il y a quand même un point important aussi dans la nature même, intrinsèque de l'objet. L'emailing, je le disais il y a quelques instants, c'est un peu une dimension de prospectus commercial, tandis que la newsletter, il y a une dimension de conseil et d'information. On est d'accord, Franck, qu'il y a quand même une dimension très différente aussi dans le fond, on va dire, de ce qui est proposé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On garde le lien et le client est vraiment intéressé de savoir les nouveautés de l'entreprise, etc. On crée un lien, un moment privilégié tous les mois avec ses clients pour communiquer sur ce qu'on fait. Donc, ce qui veut dire deux choses. Déjà, un premier élément à prendre, c'est qu'il y a une question de récurrence à avoir. Oui, Et puis, on y reviendra un peu plus tard dans les bonnes pratiques. Et puis, deuxième élément, c'est l'information que l'on va apporter. C'est-à-dire, d'un côté, on peut être très commercial. Ça, c'est plutôt la partie emailing. J'imagine. C'est par exemple l'ouverture d'un magasin avec une promotion extraordinaire, etc. Alors que de l'autre côté, on va être peut-être dans une offre commerciale aussi, mais avant tout dans la volonté d'apporter un conseil, d'apporter une information qui peut éventuellement déclencher un acte d'achat. C'est vraiment ça la distinction? oui, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Très bien. Alors, on va revenir en quelques instants sur ces conseils justement qui reprennent ces éléments-là. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois Laurent qui nous dit bonjour. Bonjour Laurent. Bienvenue à toutes et à tous. À tous ceux qui êtes en ligne actuellement, vous êtes plus d'une centaine. Merci d'être là. Je le rappelle, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vraiment, dans le chat qui est présent à droite de votre écran. On y répondra directement dans le chat ou bien en le posant, je vous ferai votre porte-voix auprès de Franck, donc notre expert aujourd'hui, Franck Delalleux, expert newsletter. Alors, je le disais il y a quelques instants, Franck, la newsletter aujourd'hui, c'est revenu, on va dire, à la mode. C'est jamais perdu de mode, mais on va dire c'est revenu très en avant aujourd'hui depuis environ 2 ans, on va dire, plus ou moins. Est-ce que la newsletter, justement, c'est tendance? Alors, je le disais tout à l'heure, oui, la connectivité. Donc ça, la connectivité augmente. Et donc ça, c'est un élément important. Les gens voient plus tous, tous les matins, enfin nous, autour de la table aujourd'hui, tous les matins, on reçoit pas mal d'emails. Donc le premier réflexe, c'est de se connecter à son téléphone et à son PC. Et tous les matins, on reçoit pas mal d'emails. Mhm. Et donc, il y a vraiment une visibilité des emails. En plus, c'est tendance aussi parce que les solutions qui existent, parmi les solutions qui existent, c'est un moyen simple, rapide et peu coûteux de fidéliser ses clients par Mhm. rapport à d'autres solutions.
Et c'est une solution aussi où il y a des résultats en temps réel. On Mhm. le verra tout à l'heure. On a des solutions qui proposent des outils statistiques. Et donc, on peut, dès qu'on a envoyé, voir le résultat, voir si ça a marché ou pas sa campagne. Et puis, ça reste un canal de communication apprécié par les clients. Justement, je parlais tout à l'heure du moment privilégié qu'on peut instaurer donc avec ses clients en mettant une fois par mois ça en place cette newsletter. Une question de récurrence, de rendez-vous. Voilà, exactement. Et puis dans le contexte actuel de Covid-19, rester en contact avec ses clients, vous le constatez tous, c'est très important. Et là, la newsletter permet de le faire simplement. Alors, dans ces éléments de tendance, alors j'en avais noté d'autres, Franck, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi une question de pollution informationnelle qui est plutôt limitée, au sens où aujourd'hui, par exemple, si on est présent sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est le deuxième résultat qui a été sorti Ouais. qui est sorti du sondage, hein, je le rappelle tout à l'heure, le premier vote, c'était pour garder contact avec les clients, c'était l'email, et le deuxième, c'était les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui, on le sait, il y a un algorithme, donc il y a un flux qui est maîtrisé, qui est filtré par un algorithme dont on ne connaît pas trop les ressorts et qui font que vous n'allez pas atteindre du tout 100% de votre cible, mais juste un petit pourcentage. Alors pour votre information, je vous donne l'information. Sachez, vous qui êtes là actuellement en train de nous écouter, d'ailleurs, c'est une question que je pourrais vous poser. Tiens, on va voir si vous avez envie de répondre dans le chat. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de gens qui voient votre message? Si vous avez une page Facebook, par exemple, est-ce que vous savez combien de gens, en pourcentage, voient votre message? Autrement dit, à combien de gens il est délivré ce message? Je vais vous laisser une minute pour jouer si vous avez envie. Il n'y a rien à gagner. Mais si vous avez envie de répondre dans le chat, allez-y. Donc, quel est le pourcentage de gens qui voient un message que vous postez sur votre page Facebook? Allez-y, je vous donnerai le chiffre dans quelques instants. Est-ce que, Franck, vous disiez que c'est un moyen facile de rester en contact parce que c'est facile à créer? Oui, exactement. Il y a des solutions qui proposent des modèles. Et donc, à partir des modèles qui sont faits en fonction de l'activité ou des moments de l'année, Mhm. on arrive à trouver le modèle qui est adapté et on ne part pas d'une page blanche. Hein, on part de quelque chose où il y a déjà des images, des blocs textes. Et donc, ça permet de facilement faire sa newsletter. Alors, il y a déjà des réponses. Alors, il y a des questions aussi. On va les prendre dans quelques instants. Alors, pour ceux qui ont répondu, certains disent 4-5%. Jean-Marie dit 5%. Agnès dit même pas 10%. Dorothée 10%. Vaiana dit 10%. Et Georgia 2%. On parle, Sylvia, de taux de délivrabilité. Autrement dit, le nombre de gens qui voient votre message. Alors, je vais vous le dire franchement, il n'y a qu'une seule personne qui a bien répondu. Et encore, elle est au taquet maximum. C'est Georgia avec 2%, c'est Anne aussi qui vient de dire 2%. 2%, c'est le maximum que vous autorise ou que donne, on va dire, de manière très généreuse, Facebook. En général, c'est entre 0,5 et maximum 2%. C'est pareil sur Twitter. Donc ça veut dire autrement dit que si vous avez une page Facebook, que vous faites un post et que vous postez, donc vous publiez, vous allez avoir de tous les gens qui aiment votre page, tous les fans de votre page, entre 0,5 et maximum 2% de gens qui verront votre message remonter dans leur flux d'activité. Et pour tous les autres, eh bien, s'ils ne pensent pas à venir sur votre page, ils ne la verront pas. Ils ne verront pas ce message. C'est ça l'important, Franck, je pense. Et ça, c'est la grande différence avec les newsletters qui, elle, va arriver directement dans la boîte mail, finalement. Oui, 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 oui. Et la délivrabilité, j'ai du mal. Oui, c'est justement voilà, le nombre de personnes qui reçoivent l'email et on va le voir juste après. Le taux est important. Justement, alors on avance, il y a plusieurs questions, je vais en prendre juste une ou deux tout de suite pour y répondre. Alors on parle, Christelle nous parle du RGPD. Le RGPD, on va en parler dans quelques instants, Christelle. On en parle un tout petit peu après dans les bonnes pratiques. Solange nous parle des fréquences de newsletter. On va vous en parler aussi. Là, dans un instant, on va surtout parler des occasions. Parce qu'avant de parler de fréquences, il faut surtout avoir des occasions et des choses à dire. Est-ce que, justement, Claude nous demande quel est le canal le plus puissant en termes de pénétration, de transformation complémentaire? On va peut-être répondre à celle-là rapidement. Le canal le plus puissant en termes de pénétration, de transformation aujourd'hui? Alors, il y a les sites web. Hein, Oui. c'est un sujet aussi qu'Orange adresse et les sites web sont un bon moyen aussi complémentaire de l'email
pour communiquer auprès de ses clients. Oui, en général, Claude, ce qui marche bien, c'est l'email pour accrocher et puis le message pour accrocher, très souvent par newsletter, et ensuite la transformation sur votre site, par exemple, tout simplement. Exactement. Euh, alors, je continue à voir rapidement. Emmanuel qui nous pose une question. On y reviendra plus tard, Emmanuel, cette question, mais on l'oublie pas, sur la question de la réduction de l'email pour des raisons écologiques et est-ce que ça impacte la gestion des newsletters. On va y venir justement, cette question très importante. Et on va juste, Caroline nous demande, est-ce qu'on a des exemples de solutions? Oui, Caroline, on a des exemples de solutions à vous proposer. Restez encore, allez, on va dire une vingtaine de minutes et on en parle d'ici une vingtaine de minutes. Voilà, donc toutes ces questions-là, on les passe en revue, on va vous en parler dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Et bonjour à Céline qui nous rejoint, qui nous dit désolé du retard, mais il n'y a pas de problème, Céline, pas de souci, on ne vous en veut pas. Alors justement, il y avait une question il y a quelques instants qui était la fréquence. On est d'accord, Franck, qu'avant de parler de fréquence, il faut avoir des choses à dire. Donc la question très souvent, c'est mais à quelle occasion je peux bien envoyer ma newsletter? Et alors justement, on voit à l'écran quelques exemples. Peut-être vous avez envie Franck, de commenter les exemples qu'on peut avoir, les occasions d'envoyer sa newsletter? Alors là, on a pris voilà, différentes activités, professions, à titre d'exemple. Par exemple, un institut de beauté qui peut communiquer régulièrement sur ses services et ses produits, qui sont après disponibles sur son site web. Ça peut être aussi une profession de conseil qui envoie une lettre d'information pour tenir informé ses clients. Un paysagiste, lui, au moment de l'automne, du printemps et de l'été, des moments clés pour son activité, il peut aussi envoyer un email à ses clients, la newsletter à ses clients. Une concession automobile, donc là, pour des journées portes ouvertes. Et donc là, certains clients leur proposaient des promotions. Il y a aussi des associations aussi qui utilisent pas mal les newsletters. Donc un club de tennis qui peut informer régulièrement ses adhérents sur ce qui est fait sur les terrains, des choses comme ça. Et puis aussi une boutique en ligne aussi qui peut s'adresser à certains clients, leur proposer des promotions, voilà, diverses choses comme ça. Vous voyez, c'est très varié, ça peut aller à différentes activités, des associations. Alors ça, c'est des exemples un peu génériques qu'on peut Ouais. avoir. Alors dans la circonstance actuelle du coronavirus, il y a peut-être des exemples aussi qu'on peut adapter, puisque si vous êtes commerçant, on le sait bien, hein, malheureusement, l'accès au magasin est restreint ou plus compliqué. Certains ont dû développer du click and collect ou autre. Alors justement, voilà des exemples, je vais vous laisser les commenter, Franck, des exemples de communication avec en période de Covid. Alors, les restaurateurs, en ce moment, c'est très difficile pour eux. Donc là, la newsletter peut les aider à communiquer, par exemple, s'ils font du click and collect. Pour Faire savoir qu'ils font du click and collect. voilà, oui, oui, et pas mal, certains d'entre eux donc ont choisi cette opportunité-là, et donc la newsletter peut leur permettre de donner cette information-là. Ça peut être aussi des magasins de vêtements qui sont aussi, eux, très touchés par cette épidémie, et donc là, ils peuvent communiquer auprès de leurs meilleurs clients sur des ventes privées. Mhm. Oui, histoire de. Donc, c'est assez malin l'exemple de la vente privée, puisqu'en fait, à la fois, ça vous permet de dire il y a un nombre limité de places parce qu'on peut pas faire autrement de par la législation. Donc, les premiers arrivés ou les premiers inscrits seront servis, si on peut dire. Et donc, ça permet de créer une sorte de, on va dire, d'occasion de faire en sorte que les gens qui s'inscrivent soient les gens engagés. C'est un peu ça, finalement. Ouais, puis de dire aux personnes, voyez, je continue mon activité, je ne suis pas fermé, je continue quand même, Mhm. malgré toutes les contraintes, et d'arriver à instaurer des moments d'ouverture Mhm. et de contact. Euh, Et puis, on l'a dit tout à l'heure, les concessions automobiles, donc eux aussi, pas mal de contraintes pour organiser des essais automobiles, etc. Et donc, ils peuvent communiquer sur la façon dont ils commercialisent leur véhicule. Puis il y a un autre exemple tout simple, hein, comme actuellement on ne sait pas trop si les magasins ils sont ouverts, ils sont Ouais. fermés. Est-ce qu'ils sont ouverts mais ils ferment? Bon, bien sûr ils vont fermer par rapport au couvre-feu, mais à quelle heure ils ouvrent? Est-ce qu'ils sont fermés entre midi et deux? Voilà, ça peut être juste donner ses Oui, horaires, exactement. moi j'ai eu un cas particulier, enfin très simple, hein, hier effectivement, en voulant aller dans un magasin auquel j'avais l'habitude, ben là ils se sont mis à fermer entre midi et deux. Alors d'habitude ils sont ouverts. Donc si je l'avais su, effectivement, ben, peut-être que je ne me serais pas déplacé à ce moment-là. Donc typiquement,
communiquer, ne serait-ce que simplement par une newsletter, vos nouveaux horaires adaptés par rapport à votre activité, parce que vous ne pouvez pas rester tout le temps ouvert, parce que vous devez gérer peut-être des stocks et du click and collect. Voilà le type d'information que l'on peut actuellement communiquer par le biais d'une newsletter et qui sert. Alors, ce que je propose, Franck, avant de continuer, c'est qu'on prenne quelques questions, justement, qu'on a déjà passé un peu en revue tout à l'heure, mais on va y répondre. Et justement, peut-être on va répondre à Solange. Solange qui nous demandait quelle était la fréquence pour envoyer des newsletters. Est-ce qu'il y a une réponse à ça, véritablement, sur la question de la fréquence? Oui, alors après, c'est avec la pratique, avec ce qu'on connaît du marché et de la pratique de nos professionnels, hein, donc les retours qu'on a. Et on sait aujourd'hui que une newsletter, la fréquence qui est la plus adéquate et qui performe bien, c'est une fois par mois. Une fois par. On le voit, hein, je le disais en introduction, on reçoit tous les jours, tous les matins, tous beaucoup de mails. Hein, et donc, il faut essayer de créer un moment privilégié et que la fréquence soit une fois par mois, 2 fois par mois maximum, mais pas plus. Ok, donc en gros, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, mais pas une fois par semaine. Non, faut pas saturer les personnes et il faut leur parler bien sûr de ce qui les intéresse et puis essayer de moduler. Il y a des solutions aussi qui proposent de faire de l'envoi d'emailing, enfin d'email et SMS. Et donc là, utiliser 2 canaux, ça peut permettre aussi de garder une fréquence importante, mais moins impactante pour le destinataire. Puis on peut imaginer si vous avez plusieurs canaux, par exemple, plusieurs personnes ont répondu tout à l'heure email et newsletter email et réseaux sociaux. On peut imaginer finalement de panacher, d'avoir une communication assez régulière sur les réseaux sociaux et puis une communication plus, on va dire espacée avec la newsletter, comme on le disait, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Et d'ailleurs, peut-être en reprenant quelques actualités que vous avez d'ailleurs pu poster peut-être sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne astuce, ça, peut-être de lier les deux. Ouais. Oui, complètement. D'accord. On y reviendra par la suite. Toujours dans les questions, Sarah me demande quel est le bon taux d'ouverture d'une newsletter. Eh ben, ça tombe bien, Sarah, puisqu'on va en parler tout de suite. Merci, Sarah. En fait, c'était préparé. Quels sont les non, je plaisante, je connais pas Sarah du tout. Quel est le bon taux d'ouverture? On va le voir justement dans quelques instants avec les indicateurs clés. Mais avant ça, je vais quand même regarder s'il n'y a pas une autre question à prendre. Notamment, on va prendre la question d'Emmanuel. Tiens, Emmanuel qui nous dit on observe un mouvement de réduction de l'utilisation de l'email pour des raisons économiques. Est-ce qu'il y a des outils de gestion de newsletter avec des pratiques écolo-friendly? Franck. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et le premier élément, alors c'est déjà dans les pratiques, c'est plus vous allez, et on va en reparler après, hein, du consentement de respecter la loi RGPD, plus vous allez recueillir le consentement de la personne, bien s'assurer qu'elle est OK pour recevoir, plus vous allez bien sûr bien cibler et pas envoyer, comme on le disait tout à l'heure, ou certains emailing, on peut envoyer vraiment en forte masse, faire beaucoup d'envois. Là, ça permet de vraiment envoyer à ceux qui sont vraiment intéressés et de ne pas avoir de mauvaises pratiques. Et puis, déjà utiliser l'emailing, ce n'est pas utiliser de papier, donc c'est déjà bien. Oui. C'est déjà le premier, c'est un geste aussi. Et il y a des solutions qui aussi, en fait, après, adhèrent à des associations pour, en fait, ce qui est engendré par l'emailing soit compensé en reforestant des forêts, des choses comme ça. Il y a aujourd'hui un mouvement autour de l'email, mais l'email ne reste pas forcément le plus, on va dire, dévastateur en termes d'empreinte carbone, même s'il y en a énormément d'emails aujourd'hui, on va être très clair, mais globalement, les données sont générateurs de CO2, si on peut dire, par les data centers. Alors, justement, donc Georgia nous demande est-ce que vous avez une technique pour capter l'attention. Georgia, on en parle en 2 secondes, puisqu'on va parler des 6 bonnes pratiques. D'ailleurs, je le dis pour toutes et tous qui êtes là. On va parler des 6 bonnes pratiques et des 5 erreurs à ne pas faire dans 1 seconde. Mais avant ça, on va répondre à la question de Sarah. Sarah qui nous demande quel est le bon taux d'ouverture. Et ça tombe bien, on va parler de chiffres.
Voilà, on parlait de chiffres. Et justement, Franck, si on prend des indicateurs clés, on en a retenu 3, 4, pardon, excusez-moi, je ne sais plus compter. 4, donc, on les voit, on va peut-être les passer en revue ensemble. 99,3, très précisément à la virgule, ça c'est le taux de délivrabilité moyen. C'est bien ça, Franck? C'est quoi ce taux-là, pour ceux qui ne savent pas? Alors ça, c'est sur un envoi, voilà, le pourcentage de personnes qui vont recevoir la newsletter. D'accord. Donc, Donc, en fait, le 0,7, c'est très souvent, en gros, des emails qui ne sont plus, on va dire, disponibles, c'est ça? C'est le taux d'erreur. oui, 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 les mauvaises adresses ou ça peut être ça. Et on va en parler juste après. Plus voilà, vous allez collecter la bonne adresse mail, plus ce Alors c'est taux sera intéressant fort. ce taux quand même, parce qu'on parlait, je vous ai posé tout à l'heure une question sur si on prend Facebook par exemple ou Twitter, quel est le taux de délivrabilité, en gros d'apparition de votre message, si vous avez une page Facebook, dans le flux de quelqu'un. J'ai pas dit la lecture, j'ai dit l'apparition, c'est-à-dire en clair le fait de le délivrer. Eh bien, je vous le rappelle, hein, c'est entre 0,5 et 2%. Là, avec l'email, on est l'email, avec la newsletter, hein, donc qui utilise l'email, on est à 99,3%. Ça ne veut pas dire que les gens l'ouvrent, hein, mais ça veut dire qu'on a quasiment 100% des gens à qui vous l'envoyez qui va le recevoir à minima. Après, effectivement, il y a un deuxième taux à mettre en œuvre, mais qui est très fort aussi. C'est un taux moyen, j'ai bien dit, hein, parce que ça peut monter jusqu'à 25%. C'est le taux d'ouverture moyen. C'est 17,8. C'est quoi ce taux d'ouverture moyen qui peut donc monter beaucoup plus haut d'ailleurs, hein, Franck? Oui, 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 oui. Donc sur les personnes qui l'ont reçu, après, c'est ceux qui voient l'objet et qui vont ouvrir le mail, tout Donc, comme simplement. si je reçois une enveloppe et je Ils vont l'ouvre. ouvrir la newsletter. Très bien. Voilà. Alors, ce taux-là, c'est un taux moyen de 17,8%. Est-ce qu'il peut augmenter au-delà de ça? Oui, et voilà, là, on vous a mis ces quatre chiffres. C'est des moyennes et la solution, en fait, quand vous allez pratiquer, voilà, vous allez faire vos propres taux. C'est en faisant attention à bien collecter les adresses email. Donc là, ça va bien adresser vos clients. Après, sur l'ouverture, c'est des choses où vous allez voir ce qui marche auprès de Voilà, et vos donc vous clients allez ou pas. pouvoir naturellement augmenter ce chiffre-là. Voilà, en général, le Voilà. chiffre peut monter jusqu'à 25-30%. Ça existe à partir de quand le newsletter est vraiment efficace. Alors, il y a un troisième chiffre à prendre en compte, c'est le taux de clic. Donc, le taux de clic, c'est quoi, Franck? Alors, le taux de clic, souvent, dans la plupart des newsletters que vous recevez, il y a une URL, un bouton qui incite Un à bouton agir. d'appel, un Alors, bouton d'appel à on action parlait ou tout un à l'heure call to de, action, comme on dit en anglais. voilà. Ouais. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, des horaires. Ben, par exemple, pour prendre un rendez-vous, ça peut être juste cliquer sur un lien où il y a le numéro de téléphone. Ça peut être aussi un lien, quand on met en avant une promotion sur un produit, le lien fait atterrir sur une page du site web de votre entreprise avec la mise en avant de cette Alors, il y a une promotion. question de Pauline qui nous dit est-ce que les chiffres sont B2B ou B2C confondus? Alors, je peux vous répondre, hein, Pauline, que on a travaillé ensemble sur cette présentation avec Franck. Franck, vous m'arrêtez. Ce sont des chiffres confondus, mais quand on regarde un peu le distinguo, globalement, ils sont assez proches. Le B2B, il n'y a Oui. pas de grande différence entre B2B et B2C. Euh, alors B2C, là, c'est un petit peu plus axé B2C, mais oui, Ce sont des chiffres c'est assez moyens qui similaire. sont assez proches, Christelle. Alors après, notre dernier chiffre, c'est le taux d'ouverture sur les emails. 53% des emails sont ouverts sur mobile. Ça veut dire quoi ça, Franck? C'est quoi l'impact sur une newsletter? Alors l'impact sur les newsletters, et on le verra aussi après sur les conseils, c'est de choisir une solution qui soit full Ouais. responsive, on appelle ça, hein, le terme un peu. C'est vraiment adapté au mobile. Donc c'est de l'email, mais aujourd'hui on est beaucoup à ouvrir ces emails par mobile. Et donc il faut que la solution que vous choisissez s'adapte aux deux, hein, On va y venir dans PC et quelques mobile. instants. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va parler des 6 bonnes pratiques, des 5 erreurs à éviter, et juste après, on va vous montrer un exemple très concret d'email qui a été fait pour ce webinaire pour vous, et on va vous montrer justement à quoi ça ressemble, et on va vous expliquer aussi qu'il y a des outils qui permettent
de manière automatique d'adapter aussi bien à des écrans classiques d'ordinateur qu'au téléphone mobile, puisque aujourd'hui, plus d'un email sur deux est lu sur téléphone mobile. Donc, si votre newsletter n'est pas lisible sur mobile, vous perdez une personne sur deux. C'est quand même un peu embêtant. Dernière question à prendre. Anne-Claire qui nous demande 3%, c'est le taux de clics des ouverts ou des délivrés. C'est le taux des délivrés, si je dis pas de bêtises, Franck. Pour moi, taux de clic, là, c'était l'ouverture du lien. C'est ça. Donc, c'est autrement dit, c'est 99% de mails délivrés, 17% d'ouverture et 3% dans ces 17%, 3% de gens qui vont cliquer. C'est ça qui est. Oui, c'est ça. Sur un lien, c'est ça qu'il fallait comprendre. Alors, justement, donc, on va passer aux 6 conseils. Alors, les 6 conseils, je vais les passer en revue. Puis, Franck, si vous avez envie de préciser un point, n'hésitez absolument pas. Le premier d'entre eux, point important, Franck, collecter les coordonnées clients. Ça, c'est peut-être le point de départ, finalement. C'est un des plus importants. Alors, on l'a mis en un. C'est peut-être, c'est vraiment important. Oui, bien collecter l'adresse email, je le disais. Et puis, les coordonnées clients. Donc, on vous a mis l'adresse email, le téléphone. Ça peut être la date de naissance de la personne aussi. Ça fait. Je parlais tout à l'heure de lien. Ça permet de mettre un lien avec les personnes et de se souvenir de quelque chose d'important pour eux. Et puis, aussi, ça permet de personnaliser la newsletter. Si vous avez le nom et le prénom de la personne, voilà, ça permet de créer ce lien et alors justement, Franck, on va rebondir sur 2 questions qui nous ont été posées tout à l'heure. On vous avait pas oublié, je pense à Christelle et à Carole, j'espère qu'elles sont toujours là. On vous avait pas oublié sur vos questions concernant le RGPD. On dit et pas, parce que c'est le règlement général de la protection des données. Donc, il y avait une question de Christelle qui était le RGPD, avec le RGPD, l'emailing d'acquisition, n'est-il pas plus difficile? Et une autre question de Carole qui était comment peut-on faire pour encourager l'inscription à la newsletter B2B en restant GDPR, qui est la version anglaise de l'acronyme RGPD. Alors pour Christelle, est-ce qu'aujourd'hui le RGPD rend plus difficile l'acquisition, justement pour typiquement collecter les coordonnées clients? Alors un peu, c'est sûr. Justement, faut voir beaucoup de sociétés mettre en place un moyen de fidélisation. Et avec la fidélisation, le fait de dire, voilà, vous adhérez à mes services, de proposer des choses spécifiques. Et donc là, ça permet aux gens d'accepter, vous voyez, les grandes surfaces, eux pratiquent beaucoup ça. Et donc, du coup, si on adhère au programme de fidélité, valider le fait valider le fait qu'on accepte par exemple, de s'inscrire au ce programme de fidélité. Voilà. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on redemande une validation pour vérifier qu'on n'a pas abonné par défaut ou de force la personne. Voilà, exactement. Et que ça fait partie par exemple, on parlait des magasins de vêtements. Un magasin de vêtements, pareil, quand vous allez voir, et ils ont des cartes de fidélité, et là, vous acceptez ou non de communiquer votre adresse mail pour après avoir leurs offres du moment. Et il y a pas mal de magasins de vêtements aussi, là, avec la crise, qui communiquent pas mal par newsletter pour faire des réductions sur les costumes. Il se vend beaucoup moins de costumes en ce moment, et donc ça va jusqu'à 50% de réduction pour les gens qui ont accepté donc d'adhérer au programme de fidélité et de recevoir. Franck, on va avancer puisqu'il nous reste 15-20 minutes maximum. On va tenir l'horaire. On va juste répondre à Carole pour encourager l'inscription de newsletter B2B en restant au GDPR. C'est la même réponse. En clair, si vous respectez le fait de ne pas. Voilà. C'est le consentement. C'est la question du consentement. Et si l'outil est bien fait et qu'il est compatible, enfin qu'il respecte les règles du RGPD, normalement, il doit proposer automatiquement cette logique de demande, de validation, de consentement. Donc, quelque part, si vous utilisez un bon outil, Carole, vous n'avez pas de souci à vous faire. Deuxième question,
Et si vous faites attention à l'adresse mail, excuse-moi, et l'adresse mail permet après d'avoir un bon taux de Bien sûr. Alors, délivrabilité. deuxième question, trouver un sujet Voilà. pertinent et un titre accrocheur. Je rebondis sur la question de Lauriane qui nous dit, y a-t-il des règles qui permettent d'évaluer si le titre est suffisamment accrocheur ou non? Alors, des règles, on va pas en parler là, parce que ça c'est plus des règles, on appelle ça de copywriting. Donc, en gros, savoir écrire des titres accrocheurs, trouver des manières de faire. En général, les outils d'emailing ne proposent pas, parce que c'est un outil, donc ils n'ont pas de capacité d'arriver à évaluer si ce que vous allez proposer va être bon. Concrètement, un titre accrocheur, c'est pas l'outil qui va vous le dire, c'est votre client. Donc, autrement dit, vous pouvez faire des tests. En revanche, Franck, vous m'arrêtez. On pourrait imaginer que, par exemple, vous envoyez, par exemple, la même newsletter avec 2 titres différents pour tester un titre. On peut faire ça. Voilà, donc un exemple, Lauriane, de comment essayer d'évaluer un bon titre. Faites des tests, tout simplement. Troisième sujet, délivrer le message essentiel, 60% de texte, 40% d'images. Ça, Franck, c'est un point important, je crois, parce que ça permet d'éviter de passer en spam. D'accord. Exactement. Là, pourquoi on a mis ça, c'est que voilà, c'est vraiment 60% de texte, c'est le maximum. Il faut rester succinct pour inciter à lire vraiment l'ensemble de la newsletter. 40% d'images aussi, parce que si ça dépasse ces taux-là, dans la pratique, on sait Voilà, que donc pensez-y, ça vous ne ça. saviez peut-être pas. Vous l'avez appris aujourd'hui, je l'espère, 60% de texte, 40% d'images. Point numéro 4, quatrième conseil, ciblez votre message en segmentant votre base de contact et en évitant certains mots. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner ça, Franck? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme mots? Pourquoi? Alors oui, certains mots, justement, on avait la Oui. question dans l'objet du mail. Si l'objet du mail est trop publicitaire, alors c'est pour promouvoir certains produits ou garder un lien avec nos clients, mais si voilà, ça fait trop publicitaire, ça va être spammé. Si c'est marqué en gros réduction ou les pourcentages, etc., ça, on sait avec la pratique que après ces D'où termes-là l'intérêt par sont mis rapport à en un emailing spam. classique, d'être dans une logique de conseil, d'accompagnement et d'information par les newsletters, qui permet d'apporter bien sûr une promotion commerciale, mais par le biais d'une logique informationnelle. Ouais. Un tarif On va y venir dans un préférentiel instant. qui est Restez avec nous. On plus. parle dans quelques instants des 5 erreurs à éviter. On va vous montrer un exemple concret de newsletter qui fonctionne. Pensez à l'appel à l'action. En 2 mots, l'appel à l'action, c'est un bouton, c'est un lien qui va permettre de justement de passer à l'action, d'aller lire une information ou bien tout simplement de prendre un rendez-vous ou autre. On va le voir dans quelques instants. Et puis, trouver le bon moment et la bonne fréquence d'envoi. On y a déjà répondu tout à l'heure sur la bonne fréquence d'envoi. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est à minima c'est une fois par mois, voire 2 fois par mois et pas plus. Sinon, après, c'est trop. Justement, Laurent nous pose une question. Il nous dit, il revient sur les stats qu'on montrait tout à l'heure. Il disait 53%. On parlait des chiffres d'emails ouverts sur email, sur mobile, excusez-moi. Laurent demandait une précision. 53%, c'est sur le volume de mails. Aujourd'hui, un mail sur 2, quasiment, un peu plus d'un mail sur 2 est ouvert sur mobile. Voilà, c'est ça qu'il fallait retenir des 53%. Donc tout simplement, pensez le fait que votre newsletter doit être lisible aussi bien sur mobile que sur ordinateur classique. Et oui, il y a une dernière question aussi de Laure qui demandait quel est le taux de désabonnement. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas noté. Est-ce que Franck, vous le connaissez de tête, le taux de désabonnement moyen d'une newsletter? Ouais. C'est très faible. Justement, si la newsletter est bien faite, c'est très très faible. On voyait tout à l'heure le taux de délivrabilité qui est très très haut. Là, le taux de désabonnement est vraiment très C'est ça, faible. c'est moins d'un pour C'est cent, moins d'un moins d'un pour pour cent. cent sur le taux de désabonnement. Alors, justement, on va passer maintenant aux idées reçues, ou tout au moins les choses qu'il faut éviter, les idées reçues, les fausses idées reçues. Alors la première, c'est tout simplement, j'envoie déjà des emails avec mon outil habituel de messagerie, Outlook, Gmail, donc j'ai pas besoin d'outils spécifiques. Franck, pourquoi c'est une idée reçue qui est fausse? Alors ça, c'est vrai que c'est une pratique. Et donc là, je ne sais pas si les personnes sont autour du call sont au courant, mais au-delà de 100 destinataires d'un email, il peut être considéré comme spam. Et donc, votre messagerie d'entreprise peut être considérée comme spam. Donc, l'impact, il peut être très important. Donc, voilà, il y a des outils pour le faire, des solutions logicielles faites pour ça, qui ont des IP propres et des IP qui sont sécurisés et qui, en fait, sont reconnus
par d'autres IP. En Alors, c'est un clair, peu ces technique, outils-là sont mais reconnus du comme n'étant coup, pas des spammers. Voilà, pour faire simple, à la différence d'une voilà, boîte Gmail, exactement. d'un outil classique ou d'un Outlook. J'ai une page Facebook ou Instagram, ça suffit, on l'a vu tout à l'heure. Ben non, ça suffit pas, ça peut être complémentaire. Mais quand vous savez aujourd'hui qu'entre Ouais. 0,5 et maximum 2% des gens qui vous suivent vont peut-être voir votre message délivré dans leur flux, eh bien, dites-vous que ben, c'est très, très quand même, c'est très faible et que donc on peut tout à fait imaginer une newsletter qui soit complètement complémentaire de ce que vous publieriez sur ces réseaux. Une autre idée reçue, c'est que pour les grandes sociétés. Franck, c'est faux ça. Ça, c'est faux. Voilà, on pourrait se dire, c'est un outil, c'est assez lourd à manipuler, etc. Non, maintenant, c'est des solutions adaptées aux TPE, PME. Et c'est des outils qui, par exemple, on pourrait se dire, ben, ma base de contacts, ça va être assez Mhm. compliqué à gérer. Ah, on a Siri qui se Ben, déclenche. excusez-moi. Ça arrive. Voilà, c'est vrai qui se déclenche. Ouais. Et donc, par exemple, la gestion de la base de contacts, hein, sa base client, il y a des solutions logicielles qui proposent la mise à jour automatique des mauvaises adresses mail et des Mhm. désinscriptions. On en parlait tout à l'heure. Ben là, il y a des outils où il n'y a pas besoin d'aller sur le fichier Excel pour retirer ou pas une personne qui a reçu l'email, parce que Alors donc là, justement, ça se fait automatiquement. on va le montrer maintenant tout de suite. C'est compliqué, je ne vais pas y arriver tout seul ou je ne suis pas graphiste. Eh bien écoutez, on va montrer que non, en utilisant des outils professionnels qui vous aident justement à gérer tout ce que vient de dire Franck, aussi bien votre base client que les désinscriptions, être RGPD compatible ou faire en sorte de ne pas être mis en spam parce que ce sont des outils spécifiques et surtout arriver à créer quelque chose de joli. On va le voir immédiatement dans l'exemple qui va être le nôtre. Alors, hop, attendez, parce que moi j'ai bien entendu. Voilà, on va passer comme ça. L'exemple du newsletter. Alors, il y a des questions qui continuent à tomber. Merci de vos questions. On va y répondre dans quelques instants. On va d'abord regarder un exemple de newsletter. Voilà un exemple de newsletter fait par exemple pour un concessionnaire automobile, enfin exactement une société qui ferait du contrôle technique. Alors le sujet du mail, ce serait votre contrôle technique auto arrive à échéance. Et là, on a un exemple. Alors à gauche, vous avez la vision globale de l'email, de la newsletter, bien sûr, par email. Et à droite, on va focaliser très brièvement sur le haut de celle-ci. Quelles sont les bonnes pratiques que l'on voit ici, Franck? Alors, le premier, l'objet. On en parlait tout à l'heure, hein, un objet pertinent. Là, la personne se rend compte, ah, mon contrôle technique arrive à échéance. Déjà, est-ce qu'elle le savait? On ne sait pas, mais là, par exemple, c'est un établissement où vous avez fait votre dernier contrôle technique. Donc, lui, il connaît la date de la prochaine. Et donc, un mois avant, il vous envoie donc la newsletter pour dire, est-ce que vous avez pensé Alors on à le voit dans les faire votre boutons. contrôle technique? Pardon. C'est de la bienveillance. Oui, oui, non, c'est de la bienveillance et en plus, ben, ça permet de donner l'opportunité à ce que la personne Voilà, donc là, on refasse voit bien ce qu'il y a une contrôle dimension bien technique sûr une autre fois. commerciale, mais qui est avant tout une dimension de conseil et d'information, Ouais, puisque on vous rend service en vous rappelant que votre contrôle technique peut être hors service. Donc justement, on le voit dans les boutons d'action, les boutons orange que l'on voit en dessous. Le premier point, c'est meilleurs vœux, etc. Et puis on voit, avez-vous pensé à faire le contrôle technique? Et là, avec un bouton qui dit non, je veux prendre rendez-vous. Donc là, c'est l'appel à action, c'est ça, hein, Franck? c'est exactement ça. Donc là, ça peut basculer par exemple, l'établissement, s'il a un site web, voilà, prendre directement sur le site web Alors, on le voit juste après en d'établissement dessous, il y a contrôle une technique. information qui dit, alors celle-ci n'est pas tout à fait vraie, hein, c'était juste pour l'exemple, si vous ne faites pas votre contrôle technique annuellement, eh bien c'est une amende de X dizaines, centaines d'euros, et donc ce serait bête de commencer l'année comme ça, et avec un bouton d'action qui dit je veux éviter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer derrière de ce je veux éviter ça, Franck? On pourrait imaginer Alors une prise de là, rendez-vous, on pourrait imaginer aussi un article oui, de blog exactement. qui explique les risques liés au fait de ne pas faire son contrôle technique. Oui, les amendes, etc. Donc je Oui, veux tout à éviter fait. ça. Donc voilà un exemple typique. Et puis troisième exemple, pneus, vidange, etc. Inutile d'attendre la date fatidique pour entretenir votre véhicule. Vous avez l'esprit tranquille avec un forfait illimité à X euros par mois et avec le bouton d'appel pareil qui renvoie vers cette information. Donc finalement, Ouais. Et puis là, on met en avant une offre donc on voit promotionnelle. quoi finalement? On Ouais. voit
un premier bouton qui permet de prendre rendez-vous, un bouton qui renvoie vers un article de blog ou un post que vous avez pu faire sur un réseau social qui permet de dire ben voilà pourquoi c'est important de faire le contrôle technique parce que ça vous évite des déconvenus avec la marée chaussée, et un troisième élément qui est une information liée à des forfaits si vous avez envie au-delà du contrôle technique de faire entretenir votre voiture à l'année sans être embêté. Juste pour finir sur cette bas de page, qu'est-ce qu'on voit qui est important sur lesquels on pourrait focaliser, Franck, dans les bonnes pratiques? Alors, les bonnes pratiques, on l'a vu, hein, l'objet. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui va faire que la personne va atterrir sur la newsletter. Après, donc là, on vous a mis plusieurs exemples, mais donc il y a un peu trop de texte sur celle-ci. Normalement, une newsletter, il y a un peu moins de texte, il y a moins de boutons d'action aussi. Là, voilà, on vous a mis différents scénarios pour voir ce que ça donne. Mais voilà, il faut être concis sur la newsletter. Il faut un bouton à l'action, on l'a dit. Et puis, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la pratique Oui. pour le lien de désinscription, hein, respect de la loi RGPD. En bas de l'email, c'est ce qui est pratiqué pas mal, c'est de le mettre le lien de désinscription, se désinscrire, si vous ne souhaitez pas, avec le petit texte. Donc le bouton de désinscription. Et puis ce lien aussi, une autre pratique, c'est de le mettre tout en haut. Il est soit tout en haut, se désabonner. Donc là, on le voit, c'est très clair. Vous bas, désirez vous désabonner, inscrivez-vous. Typiquement pour les questions qui étaient tout à l'heure autour du RGPD, ben là, voilà, on est tout à fait, on va dire, dans les règles du RGPD. Il n'y a aucun problème. Et c'est géré entièrement par l'outil. Vous n'avez pas besoin de faire. Autre dernier point, bonne pratique, on le voit, les liens vers les réseaux sociaux, l'adresse, le numéro de téléphone. On aurait pu mettre les horaires d'ouverture, le plan qui pourrait renvoyer vers Google Maps, par exemple, ou Mappy. Et donc, ça vous permet, voilà. Donc, finalement, dans votre newsletter, vous rendez service à votre client, et c'est ça qui est important. Alors, on va répondre à la question de Caroline qui nous dit, mais pouvez-vous nous donner des exemples d'outils? Ben oui, bien sûr, bien entendu, puisqu'on est là pour ça. Comment se lancer? Caroline et tous les autres qui êtes là, hein, merci de vos questions. Il y a encore plein de questions, Franck, je le dis tout de suite, il va falloir être efficace dans les réponses. Comment se lancer? Aujourd'hui, il existe des outils, Franck, hein, il existe de nombreux outils en ligne, c'est bien ça? Oui, beaucoup de services sur le marché, hein. On en a cité quelques-uns, hein, Mailchimp, Mailchimp, Sendingblue, voilà, avec différentes fonctionnalités qui sont adaptées à certaines Voilà. activités ou non. Je vois un commentaire de Valérie qui nous dit trop de call to action différents, trop de messages. Valérie, alors vous avez raison, et d'ailleurs Franck l'a dit, c'était juste pour l'exemple. C'était pour vous voyez, pour vous donner une variété d'exemples possibles. Voilà. Oui, cette newsletter a été faite exprès pour ce webinaire à titre d'exemple, mais vous avez entièrement raison, Valérie. Il faudrait en mettre moins. Franck, combien de call to action en général dans un email? 1, 2, grand maximum? Voilà, oui, c'est ça. Et là, en fait, c'était pour vous montrer que c'était pas compliqué, que voilà, on a mis différents. Alors justement, dans les outils, parce que pour être tout à fait honnête, cet exemple de newsletter, je l'ai fait en 5 minutes. J'ai utilisé un outil dont on va parler dans quelques instants, c'est MailPro qui est proposé par Orange. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Toutes les questions que vous nous avez posées, on va vous y répondre, hein. Restez jusqu'au bout avec nous, on en a encore pour 5-10 minutes grand maximum. Voilà, on va essayer d'être efficace. On va parler de MailPro pour faire un focus, justement, pour montrer à quoi ça ressemble un outil de création de mail professionnel. Donc typiquement, là, on est dans l'interface de création, par exemple, c'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Donc là, on est vraiment sur la création de la newsletter à partir d'un modèle. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, il y a plusieurs solutions sur le marché qui proposent plus ou moins de modèles. L'idéal, c'est de choisir une solution où il y a beaucoup de modèles. Donc, la solution MailPro, il y a plus de 500 modèles disponibles. Je le disais, en fonction de l'activité. Donc là, on a vu la newsletter avec un établissement de contrôle technique automobile, et ou sinon en fonction des moments de l'année. Là, la période des soldes en ce moment, donc ça fait partie des modèles. Et puis celui qu'on voit à l'écran, c'est souhaiter la voilà, nouvelle donc justement, année à ses clients. Emmanuel nous dit quel temps passer à la création d'une newsletter, combien de messages à faire passer, quelle longueur maximum. Alors le temps à passer, c'est le temps que vous pouvez y mettre, mais le but du jeu, comme on le disait à quelques instants, c'est d'être le plus concis possible aussi, d'apporter du conseil surtout, avec un appel à action, inutile de faire trop long, mais utiliser quelque chose qui soit agréable à l'œil aussi et qui fasse passer votre message. C'est ça qui est important finalement à doser, à trouver dans les éléments.
Et puis, on peut partir d'un modèle existant. Là, on voyait l'établissement de contrôle technique automobile. Ce modèle-là, il va l'utiliser pour tous ses clients tous les ans, enfin à toutes les périodes. Pour le modèle Oui. Nouvel An, pareil. Vous pouvez, à partir du modèle, vous créer le vôtre et après donc l'utiliser à chaque fois. Justement, on va montrer aussi un autre exemple dont on parlait tout à l'heure, qui est alors question de Avez, qui dit le texte doit-il être obligatoirement en HTML ou peut-on diffuser une info en JPEG? Là, on est dans une diffusion HTML, hein. Il vaut mieux faire du HTML Oui, plutôt que du JPEG pour une raison très simple, c'est que le JPEG n'est pas cliquable, il n'est pas interactif. Alors que le HTML permet d'être interactif. Et puis un autre élément important aussi, c'est quand vous recevez la newsletter par email, si pour une raison X ou Y, celle-ci est mal lisible parce que votre outil a détruit la exactement. mise en page, vous avez un petit lien en haut qui est, si vous n'arrivez pas à lire cette newsletter, cliquez ici et vous allez basculer sur la version web, hein. C'est bien ça, Franck. Oui, c'est tout à fait ça. Et on le constate tous aujourd'hui, hein, quand il faut ne serait-ce que cliquer pour télécharger l'image, ça perd de son impact. Et on perd en ouverture. Donc, vaut mieux tester avant, tu le disais Damien, tester l'envoi et puis bien Et vérifier que les systèmes d'outils de test d'envoi ça sont fonctionne bien. intégrés dans les outils professionnels comme MailPro ou d'autres dont on a parlé tout à l'heure. S'il est bien fait, il y a ça qui est intégré. Justement, une autre question, donc pas de JPEG, hein, Avez. Une autre question qui était, est-il de Solange, est-il conseillé d'intégrer des vidéos dans les newsletters, plutôt des liens vers des vidéos YouTube ou ce genre de choses-là? D'accord. Exactement. Pareil, pour essayer de Pour rester le plus maximiser léger possible. l'ouverture, hein. C'est Et pour être aussi le plus voilà. éco-friendly par rapport à la question qui nous était posée tout à l'heure. Voilà. Justement, on va regarder aussi les coulisses avec les statistiques. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un exemple typique. Vous voyez, c'est pas très compliqué de tableau de statistiques. C'est ça, hein, Franck. Vous pouvez peut-être nous le commenter un tout petit peu. Ouais. Alors c'est ça, c'est les indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, hein. Donc là, sur l'exemple de campagne, on voit que 4 emails ont été envoyés. Les 4 ont bien été reçus, hein, délivrés, le taux de délivrabilité qu'on a dit tout à l'heure. Après, l'ouverture de la newsletter, est-ce qu'elle a été ouverte ou pas, donc sur ces 4 envois reçus. Et puis, par contre, il y a eu 0 clic donc sur un lien qui était Donc, ce qui contenu permet en fait de dans la voir ce qui a newsletter. marché, ce qui n'a pas marché, et dans les différentes newsletters qui ont bien fonctionné, bah, de se dire, bah, Exactement. tiens, ça intéresse mes clients, ça les intéresse moins, et peut-être que je peux adapter différemment pour que ça fonctionne. Ouais. Et là, le lien d'ouverture vers un site web, etc., peut-être qu'il était mal placé dans la newsletter, qu'il faut Il le nous remonter un reste petit 4 peu, des minutes choses et comme ça. quelques questions encore qui ont été posées. Donc, restez encore avec nous, ne partez pas. Pour ceux qui s'intéressent à cet outil, cette solution MailPro, vous avez un lien ici que vous pouvez trouver tout simplement. Ou sinon, vous pouvez aussi télécharger une fiche qui est présente là sur l'interface, qui résume tout ce qu'on vient de raconter en ce webinar et le lien qui vous permet de retrouver un lien pardon, vers cette solution. Je vais y arriver, qui s'appelle MailPro, donc par Orange Pro. Alors, allez, je prends les 4 dernières questions, Franck. Petit 1, est-ce qu'il y a un algorithme derrière les logiciels de newsletter? Alors, je parlais tout à l'heure des IP. Il n'y a C'est pas, vrai que y a pas d'algorithme au sens réseau les social du solutions. terme. Voilà. Il Non, y a pas de tri, il y a non, une non, fonction intelligente pour éviter d'être vu comme du spam, mais il n'y a pas de système algorithmique. exactement. C'est que de l'humain. Ouais. Très bien. Deuxième élément, quid du taux de réactivité? Alors Christelle, je ne sais pas ce que vous voulez dire par taux de réactivité, si peut-être vous voulez préciser un tout petit peu, à moins que Franck lui ait compris la question. Christelle, il faut nous en J'ai dire un tout besoin petit d'en peu savoir un plus. petit peu plus. Ouais. Question de Agnès. S'il n'y a qu'une image, on risque d'être considéré comme du spam. Est-ce que c'est vrai? Non, 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 non. Si l'image est au bon format et bien incluse dans En la revanche, newsletter, s'il n'y a non, qu'une image sans texte, pas de là souci. peut-être. Voilà, je pense que c'était le sens de la Ah oui, question d'Agnès. Donc oui, Agnès, il oui, faut oui, respecter le ratio 60-40 qu'on d'accord. disait tout à l'heure. Sinon, effectivement, ça risque d'être perçu comme Oui. du spam. Et on en revient à la question de tout à l'heure de Havez qui nous demandait est-ce qu'il faut des JPEG. La réponse est non, du HTML. Fabrice qui nous demande quel coût lié à la solution Mail Pro. Alors, le coût, donc,
Orange, nous, on propose donc la solution Mail Pro où vous avez une offre découverte donc qui est gratuite, qui est faite vraiment pour commencer à vous exercer sur la solution. Et donc là, vous pouvez envoyer 500 emails à vos clients sans limitation de durée. C'est voilà, vous en envoyez 500 à votre base pour pratiquer et vous exercer. Après, il y a la solution Premium qui là est à 10 euros par mois et qui propose l'envoi de 5000 emails par mois. Et après, on a la solution Business, donc qui est à 15 euros par mois pour 10 000 emails par mois Si et vous êtes 100 client SMS Orange par Pro, mois. tout est facturé directement sur votre facture Orange, donc vous n'avez rien à penser de plus. C'est bien ça, hein, Franck. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Allez, on prend les dernières questions. Oui. Christelle nous répond, elle nous dit que c'était le taux fourni par son fournisseur. Je ne sais pas, l'élément qu'elle nous a donné tout à l'heure, qu'elle nous a demandé tout à l'heure. Peut-être poser simplement la question à son fournisseur, qui peut-être lui donnera des éléments complémentaires de ce que ça peut être. Claude nous demande, est-ce que la newsletter vidéo, c'est efficace? Oui, vous voyez, nous on fait des webinars, etc. C'est une et pratique sans mettre la aussi, vidéo oui, native marche dans, bien. la newsletter, mais en renvoyant vers un endroit où vous pourriez avoir stocké la vidéo, comme par exemple YouTube, Dailymotion ou autre. Claude, à nouveau, qui nous dit, que pensez-vous de la location de fichiers de contacts? Et j'ai Corinne qui nous dit, j'ai une liste de 10 000 contacts, je veux lancer ma première newsletter, est-ce que je peux reprendre ces adresses email sans leur demander leur accord? Alors là, il y a 2 points importants, hein. Donc, non, bien sûr, faut le consentement. C'est bien d'avoir les adresses email de ces contacts, mais oui, non. Donc, comment il faut faire? On a 10 000, on a une base de 10 000 emails. Il faut faire quoi? Il faut envoyer 10 000 emails en disant j'ai envie de lancer une newsletter, est-ce que vous voulez vous abonner? C'est ça? Oui, ça dépend après quel contact elle a avec ses clients, mais trouver un moyen, oui, simple pour recueillir ce consentement, oui. Et que pensez-vous des locations de fichiers c'était de type Grosaki? la location de fichiers. Ça, on disait tout à l'heure, ça peut limiter la performance. Plus on envoie des gens qu'on connaît, plus votre newsletter sera lue, hein, et après engendrera du business. Donc moi je conseille plus de l'envoi en masse, oui, mais essayer de. Et on prendra la dernière question de Mégane qui nous dit, vous avez mentionné l'avant-dernière, allez, vous avez mentionné qu'il ne fallait pas parler de réduction dans l'objet du mail, mais dans le fichier qu'Orange que nous avons mis à disposition, il est marqué inciter le lecteur à cliquer sur l'email. Par exemple, si votre email est d'ordre promotionnel, mettre en avant votre réduction du moment. J'imagine que, alors, en gros, il faut trouver le bon équilibre entre ne pas forcément le mettre en front c'est ça, dans le sujet, mais c'est exactement ça, Damien, ouais. Ou choisir des termes qui ne sont pas spammés. Parce qu'on sait que voilà, le terme réduction peut être spammé, donc autant choisir un autre. Donc, par exemple, une surprise vous attend dans cet email, et puis dans cette newsletter, et puis quand vous cliquez dessus, là, Mégane, vous pouvez proposer le pourcentage de réduction, mais il ne faut pas afficher dans le titre dans l'objet 20% de réduction maintenant. Voilà. Et pour finir, on prendra la dernière question de Lorraine. En B2B, nous avons le droit d'envoyer des emails sans le consentement, il me semble, par rapport au B2C. Oui, oui, la RGPD, oui, ne concerne pas la partie pro. Voilà, donc Lorraine, vous avez tous les autres qui veulent faire du B2B, vous êtes rassurés, effectivement, on peut envoyer des emails sans consentement versus le B2C, d'où, si vous êtes commerçant, l'important de, par exemple, imaginons que vous ayez un client qui vienne à la caisse, eh bien vous pouvez lui dire, est-ce que vous permettez que je vous prenne votre adresse mail, c'est pour vous envoyer des informations, promis, je vous en envoie maximum une par mois, ou un truc comme ça, vous laissez un petit papier où les gens peuvent remplir, et puis voilà, vous pouvez aussi commencer à vous consulter, à vous composer votre base de données comme cela. Il est 14h58, on est quasiment arrivé à la fin. Merci beaucoup de toutes vos questions. Merci Franck pour toutes ces réponses. Si vous voulez retrouver les informations, vous l'avez à l'écran pour Mail Pro, vous cliquez sur le lien, vous recopiez ce lien, vous cherchez sur votre moteur de recherche favori dans Orange Pro, vous allez trouver cela.
Il y a une fiche pratique à télécharger. Vous avez besoin d'un conseil, appelez le 3901 et on y répondra sans aucun problème. Vous demandez, vous appelez le 3901 et vous dites j'aimerais des informations sur MailPro et on vous en donnera. Sur ce, merci à vous de votre présence. Merci à vous de toutes vos questions, de votre interactivité. Merci Franck pour toutes les informations et précisions que vous avez pu nous donner. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinar. Merci, au revoir, à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir.